Bonjour. Donc, il doit être 10 h du matin passé, et le temps de la première table ronde de ce lundi aux Utopiales, qui va être sur l'empathie des machines. Alors, peut-être que je vais commencer par vous présenter les intervenants, et dont n'oubliez pas qu'ils signeront leurs livres, ce sont tous des auteurs, dans la librairie après la table ronde. On vous le rappellera à la fin. Nous avons donc Sylvie Lenné, qui est dans la vie réelle, si on peut dire, professeur en sciences de l'information et de la communication, mais qui est aussi dans notre vie réelle à nous, un auteur de nouvelles qu'on aime beaucoup depuis longtemps, et dont un magnifique recueil omnibus vient de sortir qui s'appelle « Fidèle à ton pas balancé ». Paolo Bacigalupi, auteur américain que je pense il n'est plus vraiment besoin de présenter ici, mais on le fera quand même, à tout hasard. Il est l'auteur de La fille automate, qui est un livre qui a eu plein de prix, beaucoup de succès mérités, et de beaucoup d'autres livres, y compris des livres pour jeunes adultes et enfants, qu'on trouve pour la plupart aux éditions du Diable Vauvert. Je ne vais pas vous faire une liste, ce serait un peu fastidieux. Ariane Gélinas est une auteure canadienne qui travaille plutôt dans le domaine du fantastique. Son dernier ouvrage, et c'est là qu'on voit que mon cerveau est un fromage suisse, s'appelle Les cendres de Sedna aux éditions à lire. Et elle est aussi très active comme, disons, rédactrice en chef de revue, éditeur. Pierre Bordage, qui à une époque a été le coordinateur de ce festival, qui est un auteur prolifique, admiré à juste titre. Il est tellement prolifique que bien sûr, quand il y a beaucoup de choses, on arrive à se souvenir de rien. Mais c'est le premier livre qu'il a fait, qui est aux éditions de la Talente, ici à Nantes, était Les Guerriers du Silence. Mais depuis, mon Dieu, il y a eu de tout. Des tas de choses magnifiques. Le plus récent s'appelle Boxing Dolls, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres choses, et je crois quand même, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous détailler la carrière de Pierre Bordage. Donc, l'empathie avec les machines, voilà un thème qui, quand on me l'a dit, m'a suscité quelques interrogations, et en fait c'est quelque chose de peut-être surprenant, mais de très présent. C'est qu'il y a des circonstances où on voit que les gens préfèrent plaindre une machine que plaindre un humain. Par exemple, encore ce matin, je regardais une vidéo sur Internet. Dans je ne sais quel but, on avait mis un petit robot au milieu d'un centre commercial japonais. Les enfants venaient curieux le regarder, puis certains d'entre eux venaient lui barrer la route. Ils faisaient des choses gentilles au début, la ronde autour du robot, ou des choses comme ça. Ensuite, ils deviennent un peu plus méchants quand ils sont en groupe. Et bon, enfin, ils peuvent aller jusqu'à cacher les yeux du robot ou le taper un peu. Mais ce qui est surprenant, c'est donc ils embêtent le robot, c'est clair, hein, ils ne sont pas gentils avec le robot. Mais les réactions des internautes à cette vidéo, parce que bien sûr, dans notre monde magnifique, on a maintenant des réactions des internautes, c'est en général de dire, mais ils méritent des torgnoles, ces gamins. Alors que, bon, quand même, nous ne sommes plus dans ce monde. Donc voilà, on est capable, des gens sont capables, peut-être pas tous, de sentir plus de pitié pour une machine que pour un humain parfois. Et on va essayer de voir comment et pourquoi, et puis d'élargir le propos peut-être. Une chose qui rentre là-dedans, et peut-être que certains d'entre vous étaient là hier soir pour écouter parler de Philippe Dick. Une des œuvres les plus célèbres de Philippe Dick est celle qui a été adaptée comme Blade Runner, donc dans laquelle il y a des animaux familiers qui sont en fait des robots. Et on commence à les avoir dans notre monde réel. Alors peut-être, je ne sais pas, on va commencer par Sylvie. Et comment on peut expliquer qu'on s'investisse autant, qu'on ait un chat robot par exemple, ou autre chose de ce style. Oui, c'est vrai que dans une de mes nouvelles, il y a un chat robot, mais en t'écoutant avec l'anecdote des gamins qui embêtaient le petit robot dans le centre commercial, je me disais que si les gamins avaient tourné autour d'une voiture bête, hein, une voiture de maintenant, et avaient commencé à lancer des cailloux dans les vitres, il y aurait aussi des gens qui auraient dit « sale gosse, pourquoi on leur donne pas une fessée ?»
Donc, du coup, ça me fait réfléchir au sujet d'une manière un peu différente. On n'est pas en train de parler d'affection pour la machine. L'affection pour l'empathie et l'affection, c'est pas la même chose. Et des objets sur lesquels on investit affectivement et pour lesquels on a des émotions qui ne sont pas tout à fait rationnelles, il y en a plein. Il y a plein de gens qui aiment leur voiture, surtout des hommes, mais on peut avoir on peut avoir de l'affection pour des objets parce qu'ils vous évoquent des souvenirs, parce qu'ils sont liés à des circonstances ou à des personnes. On projette ce qu'on veut sur n'importe quoi. On peut avoir de l'affection. Bon, pour des animaux, c'est évident. On se rapproche peut-être plus de l'empathie, déjà, et j'aimerais bien qu'on s'en rapproche plus. Mais pour les objets, c'est extrêmement courant. Il n'y a qu'à voir les drames au moment de la répartition des héritages au sein de familles qui pouvaient être très liées avant que ces questions liées à des objets ne se posent. Donc, ben oui. C'est pas parce que c'est des objets que c'est surprenant qu'on s'y attache. Après, si on parle d'empathie, on parlera peut-être d'autre chose. Okay, I think that when we're observing something like the YouTube video where you see the children bullying the robot, there's at least one layer I see where there's the initial urge to connect with the robot, which probably has to do with its shape, that has to do with its behaviors, that allows us to project a certain humanity onto the object, onto the robot. It's not there, but we imagine it onto that, and that's a very human impulse. We find, I was talking about this on another panel, we'll find faces in clouds, and how do we find a face in a cloud? There's no face in the cloud, but we project it, we find those details. And in the same way, when robots are even, if they have the general similarities to a human being or to a smaller, animal or something that it connects to a set of feelings, but it does nothing to violate those feelings either. It does nothing to make you do anything other than imagine a humanity into it. So as you imagine that humanity into the robot, it doesn't have enough agency to poke you in the eye or to fight back. In the case of the kids, if we saw it fighting back against the kids, we might change our sense of whether or not it's a victim. We might change our sense, how can a robot even be a victim? And yet we've decided that it is the victim because it has some general characteristics of the human, just enough characteristics, and yet not too many to make it threatening or problematic for us. And so I think that there's that initial human impulse to sort of write ourselves onto the world, and so that's the first thing that I sort of see in that dynamic. But then the specific second thing is that it is powerless, and we like powerless objects. We can be more empathetic towards that imagined victim than we can be towards something that we believe is very powerful. And so I think there's a combination of just enough human characteristics and the powerlessness of the robot in that moment that makes us connect to it more tightly. Oui, je pense aussi que ce mélange, cette ambivalence de caractéristiques à la fois humaines et plus du côté des objets, c'est vraiment ancré dès l'enfance aussi. On a juste à penser aux rapports paradoxaux qu'on va avoir avec une poupée, par exemple. Et puis, disons, une poupée qui sait parler, là, on va un petit peu la mécaniser. Puis, on va avoir tendance, en tout cas, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, tantôt à la chérir et tantôt à la détruire, cette poupée-là. Et puis, ça rejoint un peu le rapport ambivalent qu'on peut avoir avec ces machines anthropomorphisées-là, c'est sûr. Et cette dualité-là, je trouve qu'on la trouve aussi, entre autres, dans le thème du double, qu'on retrouve pas seulement en fantastique, mais avec l'idée d'à la fois adorer, un peu de narcissisme là-dedans, une forme d'adoration, et puis on sait souvent comment ça se finit les histoires de double. Hein. Il faut juste qu'il en reste un des deux. Je pense qu'on joue aussi là-dedans, dans ce rapport qui n'est pas toujours empathique, mais qui peut l'être également.
Puis d'ailleurs, je rebondis sur le chat mécanisé. J'aimerais beaucoup, ayant de très vieux chats malades, alors j'aimerais beaucoup d'ailleurs cette possibilité-là qu'elle soit envisageable d'ici très très bientôt, disons, là, parce que je trouve que c'est quelque chose de très de fascinant. L'idée de, je serais très à l'aise d'avoir mes vieux félins, mais version robotique, pour passer le restant de mes jours avec eux, réellement. Bon, bonjour. Je crois que Paolo évoquait la notion d'anthropomorphisme, c'est-à-dire la projection humaine sur les machines. Et je pense qu'il y a un distinguo à faire entre l'objet traditionnel, sur lequel on investit de l'affectif, et la machine, qui est un truc qui doit marcher. C'est-à-dire que moi, je suis très... Le rapport que j'ai avec la machine, c'est si ça ne marche pas, ça m'énerve. Parce que c'est censé marcher, une machine. C'est censé être fiable. Donc quand ma voiture ne démarre pas, je hais ma voiture. Quand elle démarre, je trouve ça normal, et quand elle ne démarre pas, je hais ma voiture. Quand mon ordinateur me plante, je hais mon ordinateur. Donc le rapport que j'ai avec la machine, c'est pas du tout une adoration de la machine. En fait, pour moi, il faut que la machine fonctionne. Donc ce rapport, c'est ni projection, ni transition, c'est juste le fait que une machine, c'est fait pour c'est fait pour servir, et que quand ça ne sert pas, ben, c'est très énervant. J'ai une petite expérience des machines. Un jour, un ami m'a emmené au casino, pas au supermarché, hein, le vrai casino, celui où on joue des sous. Et il y avait une roulette mécanique. Et la projection des gens sur la roulette mécanique était tout à fait fascinante, parce que d'un seul coup, c'est une sorte de déification de la machine, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de vous bénir ou de vous rejeter. Et tout le monde est suspendu à cette petite boule qui tourne autour du cercle des chiffres. Et c'est assez incroyable la projection que les gens ont sur cette machine, parce qu'elle a une fonction quasiment divine à ce moment-là. Et donc voilà, c'est plus de l'empathie non plus, c'est quasiment de l'adoration. Et je me demande si par rapport à la machine, au monde mécanique, on ne va pas vers une forme d'adoration qui serait un nouveau veau d'or, en quelque sorte biblique, et qui nous conduirait aussi dans des impasses. Donc je suis assez anti-machine finalement.